Bonjour à tout le monde, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024, dont on peut espérer qu'elle sera moins pire que 2023. Enfin, on verra. Je ne sais pas si les annonces du nouveau gouvernement d'hier soir incitent à l'espoir, pour les questions qui nous concernent, évidemment. Très bien. Alors, j'ai eu quelques problèmes de santé récemment. J'ai failli annuler le présent cours et je me suis dit quand même, faire ce coup-là à tant de monde, ce serait un peu dur. Donc, le cours n'est pas aussi élaboré que ce que j'aurais souhaité, mais bon, c'est comme ça. La vie est ainsi. Nous allons conclure donc aujourd'hui. Il y a eu 9 séances. Et au fond, quel a été l'objectif de ces cours? C'était d'accroître notre conscience historique, d'approfondir notre connaissance des formes et des effets de la colonisation. Alors, je sais bien, quand je lis certains historiens professionnels de très grande qualité, je pense à Romain Bertrand, à des personnalités de ce calibre, ils disent, bon, mais tout ça, c'est quand même bien connu. Enfin, et je constate que dans le débat public, que dans notre système éducatif de façon générale, les choses ne sont pas si connues que ça, et qu'il faut sans cesse revenir sur un certain nombre de réalités dont on soupçonne qu'elles ont été terribles, qu'elles ont été épouvantables, mais il ne suffit pas de les qualifier de crimes contre l'humanité comme ça, dans les termes très généraux. Je pense que c'était important, et j'espère l'avoir fait cette année, montrer en détail, sur certains exemples bien précis, ce qu'a été la colonisation de l'Algérie, ce qu'a été l'exploitation de l'Afrique équatoriale française. Et je dois vous avouer que les très nombreuses lectures que j'ai faites pour préparer ce cours m'ont appris des quantités de choses. Je me suis dit, enfin François, comment se fait-il que tu atteignes l'âge de 70 ans pour apprendre ces choses-là? C'est pas normal. Il y a quand même une faille dans l'enseignement, même si, il faut le dire, et je vais en parler, des progrès considérables ont été accomplis dans l'historiographie, dans la science historique, anthropologique également. Les études économiques viennent récemment de faire des bonds encore importants dans l'histoire de la colonisation pour essayer d'évaluer un peu ce que fut la colonisation. Et plusieurs concours d'accès à l'enseignement secondaire, aux professions de professeurs, ont mis la colonisation ou la décolonisation à leur programme ces dernières années. Il y a donc eu manifestement un progrès important, en tout cas dans le milieu de la recherche et dans le milieu de l'enseignement. C'est incontestable. Et puis on peut voir sur Internet que certains enseignants, de façon un peu assez bénévole, donnent des cours de très grande qualité, ont bâti des cours de très grande qualité sur ces sujets. Donc je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de très original, même si je profite un peu lâchement de la tribune du Collège de France pour essayer de donner encore plus d'écho à ces travaux qui m'ont vraiment passionné. Alors, donc, c'est une tâche nécessaire, essayer d'approfondir notre conscience historique des mécanismes de la colonisation, être aussi lucide que possible sur le passé. Et en même temps, vous vous en souvenez, j'ai insisté parfois lourdement sur le fait qu'à chaque époque, dès les tout débuts de la colonisation, et là évidemment on parle de la seconde colonisation, la conquête de l'Algérie pendant l'été 1830, il y a tout de suite des débats. Mais pourquoi conquérir l'Algérie? Fallait-il vraiment la conquérir? Ça a failli ne pas se faire. C'est quand même ce qui est assez fascinant quand on regarde le passé, c'est que les débats entre les colonistes et les anticolonistes, comme on disait à l'époque, n'étaient pas clos, enfin, son issue n'était pas prévisible. Et il semble que, dans le cas de l'Algérie, c'était un peu l'idée de la grandeur nationale, la démonstration face à l'Angleterre qu'on était capable de compenser les pertes
colonial du Premier Empire, celui du Canada français, notamment celui de la Louisiane, etc., et que l'échec de l'expédition d'Égypte, qu'on était capable de, et notamment la marine française, devait effacer l'échec d'Aboukir. Donc il y a comme ça des considérations de grandeur, de revanche, des choses qui ont l'air un peu grandioses vues à distance, mais qui peuvent paraître assez mesquines quand on regarde ça de près. Donc oui, un grand nombre des choses qui ont eu lieu pendant la colonisation auraient pu ne pas se passer. C'est toujours cette perspective contrefactuelle qu'il est sain de prendre sur ces événements. En même temps, lutte entre tous les points de vue. On a vu comment, par exemple, sous Napoléon III, avec notamment conseillé par Ismaël Urbain, cet étrange personnage, le projet du royaume arabe aurait complètement changé la face de l'Algérie coloniale. Ça s'est heurté à l'opposition très résolue des colons, mais enfin, s'il n'y avait pas eu la défaite de Sedan, que se serait-il passé en Algérie? Et donc, le retour à la République a été salué par les colons d'Algérie parce que le pouvoir était enfin rendu aux civils et non plus aux militaires. Et là encore, ce débat, cette lutte entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire dans la gestion des colonies, c'est un élément tout à fait essentiel. J'ai été attentif aussi à ces nombreux mouvements migratoires sans lesquels la colonisation n'aurait pas été possible. Migration des colons, mais des colons qu'il a fallu aller chercher dans une bonne partie du bassin méditerranéen, tant il y avait peu de candidats sur le sol français. En même temps, cet aspect très paradoxal de la colonisation, qui consistait d'une part à essayer de fixer les populations pour des raisons fiscales, pour qu'elles soient à la disposition du fisc, en quelque sorte. Donc il y a eu des mouvements de sédentarisation des nomades, notamment, qui était une stratégie tout à fait essentielle, et en même temps des déplacements forcés de population d'une échelle tout à fait étonnante. Vous vous souvenez comment, que ce soit pour la construction du chemin de fer du Congo belge ou du chemin de fer du Congo français, on est allé chercher de la main-d'œuvre très loin, sur le golfe de Guinée, au Tchad, mais aussi aux Antilles et même en Chine. Donc des déplacements plus ou moins forcés de population, des recrutements de populations lointaines dans des conditions sur lesquelles un historien que j'avais cité disait qu'il valait mieux ne pas trop savoir comment ça s'était passé. Donc on a eu ainsi un mouvement paradoxal de fixation des populations et de transfert forcé. Le phénomène le plus massif, quand il y avait une population locale importante, c'était de confiner le plus possible les populations sur les terres, sur les moins bonnes terres, stratégie qui n'était pas possible de pratiquer au maximum, puisque évidemment l'idéal serait été de repousser toutes ces populations autochtones dans le désert, dans le Sahara, et l'islam avec, n'est-ce pas? Comme l'ont dit plusieurs auteurs. Eh bien non, ces populations étaient déjà trop nombreuses pour qu'une telle stratégie soit possible, et donc le confinement a eu des effets limités, mais pendant la guerre d'Algérie, vous savez que les regroupements de population dans des camps ont pris des proportions considérables. On estime qu'un tiers de la population rurale algérienne a dû quitter ces villages pour être regroupée dans ces camps rectilignes construits dans des plans damiers. Et donc il fut le terrain de recherche de Bourdieu dans son fameux livre « Travail et travailleurs en Algérie ». Donc un autre objectif que j'ai essayé de poursuivre, je ne l'ai fait qu'en partie, mais bon, c'est d'abord mesurer le formidable traumatisme de l'entreprise coloniale pour les peuples colonisés. Et là, les témoignages de Montagnac, les contre-témoignages de Berthézen, de tous ces gens-là que j'ai cités abondamment, sont absolument glaçants. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça dépasse ce qu'on pouvait imaginer.
On s'est évidemment centré à juste titre sur les fameuses enfumades de la Mauricière et de Aimable Pélissier, couvertes par le général Bugeaud, qui avait quand même quelques réticences à ce sujet, mais enfin qui a fini par couvrir ces opérations. Mais il y a eu bien d'autres exactions commises, notamment cette politique de la terre brûlée, du pillage systématique des silos de blé, de la destruction de l'agriculture locale à des échelles absolument considérables. Et on ne peut pas ne pas imaginer que ça a eu des conséquences à long terme sur le développement de la population algérienne. Les travaux de Kamel Kateb, que je profite une fois de plus de l'occasion pour saluer le caractère innovant de ces travaux, menés dans les archives les plus riches qui soient, ont montré que pendant un certain temps, les Européens ont bien cru que la population indigène d'Algérie allait diminuer et décroître et peut-être même disparaître. Il y a eu ce rêve a été entretenu pendant un certain temps parce que la surmortalité des Algériens par rapport à celle des Européens pendant les guerres de conquête était assez forte, même si les troupes françaises ont elles-mêmes subi des pertes de mortalité pour maladies, épidémies, etc., tout à fait considérables. Le coût humain de la conquête des deux côtés a été considérable dans les premières décennies. Mais finalement, la population musulmane, comme on disait, s'est reconstituée, s'est ressaisie, et au bout d'un certain temps, les meilleurs observateurs ont très vite compris que le rapport de force démographique était en faveur de la population indigène et qu'il serait désormais impossible de le renverser. Et là, il y avait une donnée de base, une constante objective que certains observateurs ont souligné. Un des derniers, c'est Raymond Aron avec son livre sur la tragédie algérienne, qui a bien montré à quel point la colonisation algérienne n'était pas viable, ni sur le plan démographique, ni sur le plan économique, et que ça allait se terminer par une catastrophe, d'où le titre qu'il a donné à son essai, La tragédie algérienne. Et c'était d'autant plus révélateur que c'était écrit par un conservateur, par quelqu'un qui n'était pas un fanatique de la lutte contre l'impérialisme ou le colonialisme. Ce n'était pas un disciple de Lénine, que je sache. Donc voilà, il y a eu incontestablement des raisonnements économiques, démographiques, juridiques aussi d'ailleurs, objectifs, qui auraient pu donner aux différents acteurs beaucoup plus de lucidité que ce qu'ils ont eu. On reviendra sur ce problème de la lucidité qui évidemment est facile à traiter quand on bénéficie du privilège du recul du temps et qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais enfin, c'est quand même intéressant de marquer la lucidité extraordinaire qu'ont eu certains observateurs, y compris les militaires d'ailleurs, sur les contraintes inéluctables de la colonisation et l'échec auquel elle était finalement vouée. Alors en même temps, il faut aussi mesurer, ça je n'ai pas eu le temps de le faire, mais ce sera fait dans l'un des séminaires qui reste encore à mener sur donc Yann Scholdo-Zurcher, grand spécialiste des rapatriés et de la façon dont les rapatriés ont été traités quand ils sont venus sur le territoire de la métropole. Il y a eu aussi un vrai traumatisme, évidemment, pour toutes ces familles qui ont tout perdu à l'occasion de la guerre d'Algérie. Et il faut dire à ce sujet que le FLN, notamment, mais enfin les différents groupes qui l'avaient précédé, n'ont absolument pas pris en compte dans leur plan l'existence millénaire de la population juive, l'existence de la population européenne, et ont tout de suite eu un projet de société qui était complètement exclusif. Voilà, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam, il n'y a qu'une seule langue, c'est l'arabe, il n'y a que, voilà. Et ce projet
était incompatible avec le maintien des populations juives qui pourtant étaient installées là depuis très très longtemps, depuis des temps immémoriaux, personne ne sait depuis quand. Donc, et puis bien sûr, toutes les horreurs de la guerre d'Algérie dans sa phase finale avec les attentats des deux côtés. Alors, en même temps, il est très difficile, et ça c'est tout le problème du fait accompli, de la politique du fait accompli, le problème du passage des générations. Les colons d'Algérie des années 50, que savaient-ils des conditions dans lesquelles les terres qu'ils occupaient avaient été acquises un siècle plus tôt? La politique du fait accompli efface toutes ces choses-là. Les souvenirs sont démotivés au sens saussurien du terme. On n'en saisit plus la logique initiale, la logique vivante. C'est comme ces étymologies qui s'effacent. Et donc, personne, au fil du temps, ne se sent responsable des exactions qui ont pu être commises dans le passé pour produire le résultat actuel. Moi, j'ai été très frappé, j'ai visité il y a quelques années, j'étais en Israël, j'ai visité quelques colonies sur les hauteurs qui dominent Jérusalem et la plaine de Jéricho en bas. La politique du fait accompli, c'est impressionnant. Quand vous êtes là dans ces villages propres, parfaitement entretenus, peuplés, bien défendus, etc., vous avez un sentiment d'irréversibilité qui est extraordinaire. Et vos convictions les plus fortes vacillent quand vous faites face à des réalités qui sont construites, cristallisées dans de la pierre, dans un habitat, etc. Eh bien, évidemment, les colons français ou d'origine méditerranéenne vivaient la même chose et se sentaient totalement légitimes à être là où ils étaient, même si, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, comme les historiens l'ont rappelé, l'occupation du monde rural était beaucoup plus faible que prévu et la colonisation était très largement urbaine, aux grandes dames de l'armée qui auraient voulu que les colons puissent quadriller le territoire, y compris en allant vers le sud, ce qui n'a jamais été vraiment possible au degré qu'ils avaient souhaité. Voilà, donc le passage des générations contribue à endormir la conscience historique, alors que, évidemment, le travail des historiens, lui, doit faire l'inverse. Et donc, j'ai également insisté sur le fait que les débats qui ont existé n'ont pas seulement opposé les colons et les colonisés, chacun des deux camps, chacune des deux grands groupes était profondément divisé. Au sein des tribus algériennes, il y avait des tribus qui ont collaboré avec les forces françaises, qui étaient prises dans un jeu de balance, de rapport de force, d'équilibre, qui était très bien décrit par les anthropologues français. Ça a été un grand sujet, je pense notamment à Robert Montagne, qui avait fait sur la question du Maroc une espèce de cartographie de tout le système des fractions, à la fois en lutte et en équilibre, qui se répartissaient tous les territoires comme dans une espèce de gigantesque damier où les forces s'équilibraient. Et donc, du coup, ce système segmentaire, comme l'appellent les anthropologues, a été très étudié par les militaires et les chercheurs français. Et souvent, c'était deux milieux proches, a permis à la colonisation de s'appuyer sur des intermédiaires qui leur étaient dévoués, même s'il y avait toujours la peur de la trahison, si jamais leurs intérêts n'étaient pas suffisamment servis. Voilà un peu et évidemment au sein même de la société civile des colons, il y avait aussi des tensions extrêmement fortes qui se sont développées notamment à l'époque de Napoléon III. Donc je pense avoir jeté quelques projecteurs, enfin quelques lumières sur ces différents épisodes. Et moi, ça m'a beaucoup éclairé et j'espère qu'en retour, ça vous aura éclairé également. Alors, il y a une fausse solution à tout ça, c'est l'amnésie sélective.
vous connaissez tous, parce que ça a été tellement popularisé, c'est maintenant édité, puisque c'est dans le domaine public, par 10 ou 12 éditeurs, le fameux discours de Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?» discours prononcé à la Sorbonne en 1882, et qui en fait vise le cas alsacien, puisque Ernest Renan, qui avait été professeur ici au Collège de France, avait développé l'idée que l'Alsace-Lorraine adhérait au projet de la France, à la nation française, et que par conséquent, il fallait mettre à l'arrière-plan tous les critères qui étaient mis en avant par les penseurs allemands, à savoir la communauté culturelle germanique entre l'Alsace et l'Allemagne, le passé, la conquête relativement récente et violente de l'Alsace par Louis XIV, etc., etc. Donc c'est un peu un discours ad hoc, le fameux discours de Renan sur le plébiscite de tous les jours, qui permettrait donc de lier en quelque sorte tous les citoyens entre eux dans une même nation. Je pense, je le dis vraiment sans phare, je pense que ce discours de Renan est très surfait et qu'il a fait l'objet d'une surutilisation, d'une surinterprétation qui est excessive, et notamment par le fait que bien d'autres discours, y compris ceux prononcés dans la même période par Renan, disent à peu près le contraire et insistent beaucoup sur les aspects raciaux qui hiérarchisent les sociétés. Mais bon, il y a en tout cas dans le discours de Renan une contradiction forte qui a été très bien pointée par Maurice Aguillon, donc professeur d'histoire ici même, dans sa leçon inaugurale en 1986, c'est que d'un côté, Renan dit « une nation, ça se forge dans des épreuves communes », mais d'un autre côté, il faut oublier les sujets qui fâchent et les souvenirs les plus douloureux. Et en cela, je me répète, Renan est fidèle à une vieille tradition française qui est que chaque fois qu'il y a une guerre civile ou une guerre de conquête de province ou une grande guerre comme la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui s'est terminée par le traité de Westphalie, bien à chaque fois dans les traités finaux, il y a toujours, quasiment dans les premiers articles, un article disant, bon, amnistie, amnésie. On va oublier tous les crimes de guerre qui ont été commis à l'occasion de ce conflit. On fait la paix, il n'y aura plus de poursuite légale possible de quelque côté que ce soit. Oublions les sujets qui fâchent, et tant pis s'il y a des intérêts individuels qui ont été lésés, ça n'est pas notre affaire. Alors ça, c'est une vieille tradition qui n'est pas seulement française, mais qui est européenne, qui sont que toutes les guerres européennes, et les guerres européennes, comme disait Fénelon, ce sont des guerres civiles par définition. Eh bien, toutes ces guerres civiles au sein de l'Europe devaient se terminer par l'oubli, par l'amnésie, et donc aussi par l'amnistie. Et Renan, c'est assez amusant d'ailleurs, cite comme exemple la répression féroce des Albigeois au Moyen-Âge. Ça, c'est un sujet qui peut tout au plus intéresser quelques historiens professionnels, mais surtout, n'allons pas intoxiquer la population française avec ce genre d'histoire. Bon, je ne sais pas si vous avez visité les sites en question, il y a maintenant toute une industrie mémorielle assez impressionnante autour de la guerre des Albigeois, et les Français, et notamment les Français du Midi, qui ressentent encore avec une certaine force l'opposition du Nord et du Midi, en tout cas de la capitale et de la périphérie, n'ont pas du tout envie d'oublier ce que fut la guerre des Albigeois. Voilà, c'est comme ça. Et ils peuvent être, néanmoins, de très bons Français. Hein. Ce n'est pas parce qu'on cultive le souvenir de ces choses-là, qu'on est lucide sur ce passé, que pour autant on va renier l'intégration dans la société française, même si certains peuvent en rêver. Bon. Donc il est important, je crois, de sortir notre roman national d'un système d'autocélébration nationale à sens unique. J'ai toujours trouvé extraordinairement puéril, je m'excuse d'utiliser un terme aussi fort, parce que ça consiste un peu à retirer le bénéfice de la raison à son adversaire, et j'aime pas trop faire ça, mais enfin, il y a un manque de maturité dans le fait que la présentation authentique de l'histoire de France serait
Un roman rose serait une histoire sélective d'où tous les épisodes fâcheux seraient retirés pour préserver la gloire de la nation, pour préserver son honneur. Il me semble que tout au contraire, c'est la lucidité qui accroît notre capacité à vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle l'idée d'une France millénaire, immobile, qui aurait été vouée de tout temps, n'est-ce pas, au glorieux destin qui l'attend, me paraît une idée à courte vue, bien qu'elle est censée se projeter dans les siècles et des siècles, une vision à courte vue, parce qu'en réalité, il y a un détour beaucoup plus intéressant. Un pays se grandit en reconnaissant toutes les difficultés, voire les exactions, les massacres, etc., qui ont marqué son histoire. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Toronto, au Canada, Toronto est une ville intéressante parce qu'il y a 3 très beaux musées. Il y a le musée des Beaux-Arts, magnifique. Il y a le musée des civilisations, qui est extraordinaire. Et puis il y a un musée de la guerre, qui est en général assez peu visité. C'est le moins visité des 3 musées. Mais il est passionnant parce qu'il démontre d'abord que toute nation, tout pays s'est constitué à travers la guerre. À travers une guerre qui peut être civile, qui peut être internationale. La distinction au départ n'est pas très claire. Quand vous lisez les chroniques médiévales au temps de la guerre de 100 ans, on ne comprenait pas très bien ce que c'est que ces guerres. Les Bourguignons contre les Armagnacs, c'est de la guerre civile, c'est de la guerre internationale, c'est l'Europe en guerre civile, c'est tout ça. Et il a fallu, au bout du compte, constituer quand même une nation à partir d'une situation aussi dramatique que celle qu'on a pu connaître dans ces temps reculés. Eh bien, quand on regarde ce qu'était la France il y a 1000 ans, c'était vraiment un très triste spectacle, avec énormément de populations qui étaient arrachées à leur habitat, énormément de populations déplacées, un très grand nombre de catastrophes naturelles sans cesse évoquées dans les chroniques, mais contre lesquelles on ne pouvait pas faire grand-chose, beaucoup moins encore que ce qu'on peut faire maintenant. Donc, du déracinement des populations déplacées, des paysans enrôlés de force pour aller lutter contre toutes sortes d'ennemis très lointains. Il y avait une mobilité forcée des populations, et en même temps, il y avait aussi un système qui essayait de river les paysans à leurs terres. Ces 2 systèmes ont marché, et quand je lis certains auteurs qui disent « mais l'immigration, ça a commencé en 1850, 1851, puisque c'est la date du premier recensement où la question est posée, avant, pendant 1000 ans, il ne s'est rien passé ». C'est une formule qu'avait prononcée un ancien responsable de la sécurité intérieure, interviewé par Le Figaro, expliquant que l'immigration, c'était quelque chose de récent, d'extérieur, d'étranger à la France, et que, en réalité, la France millénaire s'était passée de l'immigration. C'est une vision complètement irréaliste du sort des populations qui étaient sans cesse dans une vulnérabilité et sans cesse déracinées, déplacées, etc., dans des proportions considérables, qui ont été très bien étudiées par les chercheurs hollandais, qui ont notamment montré que l'immigration militaire, l'immigration de paysans déracinés, non pas pendant 1 an ou 2, mais pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, hors de chez eux, c'était de véritables migrations, des migrations forcées de type militaire qui arrachaient les populations à leurs terres. Alors, je crois qu'il faut avoir un regard un peu lucide sur tout ça. La France, comme disait Eugen Weber, ce grand historien américain, a elle-même été dans son histoire un empire colonial qui a peu à peu agrégé des terres de plus en plus lointaines, de plus en plus périphériques. Elle l'a fait dans la douleur. Aucune des provinces françaises annexées au Royaume de France ne l'a fait par un plébiscite à la Renan, aucune. Et j'ai souvent raconté cette histoire. L'annexion de la Savoie à la France, qui est la dernière grande opération menée sous Napoléon III avec l'accord de Cavour, a donné 99, quelque chose % de oui, pour la raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas de bulletin non dans les bureaux de vote. Et chose qui a été dénoncée
avec fracas par les journalistes britanniques et américains qui étaient venus observer les opérations. Et d'autre part, on s'était abstenu, c'était les Français qui organisaient matériellement le vote, on s'était abstenu d'offrir une autre alternative qui existait pourtant, qui avait séduit une partie des populations, qui était d'offrir aux Savoyards la possibilité de se rattacher à la Suisse. Ça a été écarté d'office. Donc, il faut résumer les choses de façon très claire. Aucune des provinces françaises rattachées au Royaume de France ne l'a été autrement que par la ruse ou par la violence. Et là, sur cette stratégie-là, il y a de très beaux textes de Fénelon qui restent indépassés, à mon avis. Mais j'avais déjà traité cette question-là il y a 3 ou 4 ans à travers le thème de l'intégration, en établissant un parallèle entre l'intégration des provinces, l'intégration des colonies, l'intégration des migrants, parce qu'il y a des parallèles intéressants entre ces 3 phénomènes. Bon, il faut saluer le livre noir du colonialisme qui avait été dirigé par Marc Ferraud, j'y reviendrai, qui n'est pas, malgré son titre, un livre totalement à charge. C'est un livre beaucoup plus nuancé que ça, y compris dans la préface introductive, y compris dans de nombreux essais qui composent ce recueil, et qui a été une des premières tentatives de description lucide du passé. Et j'ai évoqué trop rapidement, malheureusement, parce que c'est une pensée beaucoup plus riche, beaucoup plus subtile, que je n'ai pas eu le temps de développer, mais la philosophe Magali Besson a publié plusieurs choses sur la philosophie de la réparation, et elle montre qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une démarche de repentir vis-à-vis du passé, mais d'une politique de reconnaissance. Un pays se grandit à reconnaître les crimes du passé. Alors, il faut citer quelques exemples, parce qu'on a eu quand même, et là, Catherine Kokrivitrovitch, dans son essai « Enjeux politiques de l'histoire coloniale », qui a été publié en 2009, je crois, cite toute une série d'essais qui ont été publiés en seulement l'espace de 3 ans contre la repentance, pour en finir avec la repentance coloniale. Daniel Lefebvre, qui était un historien de profession. Nous ne sommes pas coupables, assez de repentance, Paul-François Paoli. La tyrannie de la pénitence, essai sur le masochisme occidental, Pascal Bruckner. La France perd la mémoire, Jean-Pierre Rioux, inspecteur général de l'Éducation nationale en histoire. Fier d'être français, alors ça c'était Max Gallo, qui a été un grand spécialiste de ce genre d'essai. Quand l'État se mêle de l'histoire, c'est un livre de plus haute tenue, mais enfin qui est quand même qui insiste assez lourdement sur le fait que la repentance doit être vivement condamnée, etc., etc. Qu'est-ce que la France, Alain Finkielkraut, en directeur d'un recueil en 2007, faut-il avoir honte de l'identité nationale? Là, c'est Daniel Lefebvre, donc historien économique de la colonisation qui récidive. La France sans identité, pourquoi la République ne s'aime plus? Donc là, vous voyez tout ce thème qui apparaît, c'est que si vous critiquez, vous poussez trop loin la critique de la colonisation, ou si vous poussez trop loin la lucidité dans le regard sur ce qui s'est passé sur la colonisation, c'est que vous n'aimez pas la France. C'est que vous êtes un enfant ingrat, un traître, pour tout dire. Et ce thème a été beaucoup utilisé par les colonistes dans leur combat contre les anticolonistes tout au long du XIXe siècle. Si vous êtes contre la colonisation, c'est que vous êtes nécessairement contre la grandeur de la France. Et évidemment, la démonstration du contraire a été apportée lorsque, à partir de la décolonisation, on s'est perçu que la France, au contraire, s'est développée quand elle a renoncé à la colonisation. Donc, voilà des éléments de réflexion. On a des exemples de discours, alors ça ne s'appelle pas repentance, mais enfin de reconnaissance officielle des responsabilités collectives, on dirait systémiques aujourd'hui, et notamment le fameux discours de Jacques Chirac sur la responsabilité de l'État français
dans les déportations menées sous Vichy. Donc, c'est lors du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv en 1995 que Chirac a prononcé ce discours. On peut penser tout ce qu'on veut du calcul politique que Chirac a fait à cette occasion pour séduire certains électeurs, mais il n'empêche que c'est un grand discours qui marque de façon tout à fait innovante et impressionnante la possibilité pour un État de reconnaître les fautes du passé, les exactions du passé, et évidemment les familles des victimes ont beaucoup apprécié ce geste qui avait été totalement refusé jusqu'à présent. On a un autre exemple, il est partiel, il est loin d'avoir satisfait les victimes ou les descendants des victimes. Ce sont les excuses officielles du Premier ministre japonais à l'égard de la Corée. Vous savez qu'il y a eu notamment des massacres, des transferts forcés de population. Il y a la fameuse histoire des femmes de réconfort, qui est à peu près 200 000 Coréennes qui ont été raflées par les militaires japonais pour constituer des bordels militaires de campagne, comme on dit en France. Il y a eu pendant longtemps tout un discours officiel japonais pour dire qu'elles étaient consentantes. Et ça a été très très mal vécu évidemment par les intéressés. Donc il y a eu un geste en 2010 du Premier ministre Naoto Kan, un des ministres les plus à gauche qu'il y a eu dans l'histoire du Japon, pour reconnaître tout ce que l'occupation coloniale nippone avait fait. Bon, on n'a pas l'équivalent de la reconnaissance par le Japon des massacres de Nankin, les massacres de 1937. On ne sait pas trop combien de victimes, enfin les chiffres oscillent autour de 200 000 personnes massacrées dans l'occupation japonaise de Nankin en 1937. Là, la Chine n'a jamais réussi à obtenir du Japon une reconnaissance officielle de ce qui s'était vraiment passé. Bon, on peut penser, peut-être que vous ne partagerez pas nécessairement mon avis, que la Turquie se grandirait à reconnaître l'ampleur du génocide arménien et sa part de responsabilité, et que c'est le déni du massacre qui entache son image et pas l'inverse. Bon, je passe rapidement sur la Russie, qui a réussi à dissoudre l'association mémoriale, qui avait fait un énorme travail de reconnaissance sur le goulag, sur les morts de la découlakisation, sur la confiscation des récoltes qui avait affamé les Ukrainiens de façon absolument incroyable au milieu des années 30. Tout ceci aujourd'hui est vraiment complètement recouvert par l'idée que l'expansionnisme était triomphant et ne jamais reconnaître ses erreurs. Alors, là-dedans, la colonisation, vous voyez bien, n'est que l'un des sujets possibles de repentance, ce n'est pas le seul. Dans le cas du Japon, il me semble avoir noté ceci. Dans le cas du Japon, c'était vraiment très lié à la colonisation. Les déplacements, les transferts forcés de population étaient très liés à la colonisation. Et il y avait un régime juridique, notamment pour les femmes de réconfort, consistant à dire que dans les terres de colonisation, il n'y avait pas la loi qui prévalait sur le territoire japonais, dans la métropole japonaise, ne valait pas pour les colonies. Il y a eu ce système juridique dual que nous connaissons bien aussi, puisque le code de l'indigénat est un régime d'exception par rapport au régime de droit qui prévaut sur la métropole. Alors, qu'est-ce que c'est que cette politique de reconnaissance sur laquelle je me permets de renvoyer au travail de Magali Besson, qui est extrêmement précis, pointu, qui envisage toutes les possibilités, qui a lu tous les auteurs qui ont traité du sujet. C'est une politique d'échange, de mutation, de reconversion morale. Ce que la nation perd a priori en capital d'honneur, elle le regagne en capital moral, il y a une conversion. On s'honore à reconnaître qu'on s'est déshonoré. Voilà, c'est un paradoxe. Est-ce que c'est si difficile à comprendre?
peut-être. Mais enfin, on sait bien que même dans la vie quotidienne, parfois, il vaut mieux s'excuser et savoir s'excuser que de persévérer dans ses erreurs. Et donc, il ne s'agit pas de s'absoudre, mais il s'agit de regarder le passé avec droit dans les yeux, avec lucidité. Alors, qu'en est-il en France? Toutes sortes d'avis existent à ce sujet. Éric Zemmour est allé aussi loin que possible, dans toutes sortes de... Par exemple, il passe à la télévision de Guyane, Outre-mer, et il répond à un jeune Amérindien de Guyane qui l'interroge sur les exactions de la colonisation de la Guyane. Et là, il dit, mais la colonisation a été une bénédiction. Voilà. Bon, ça, c'est évidemment la provocation à l'état pur, mais à force de multiplier les provocations, sans doute finit-il par y croire. Alors, j'ai montré que dans le cas de la France, la politique de reconnaissance, enfin j'ai montré en puisant abondamment dans les réflexions de Magali Besson, que la politique de reconnaissance n'exclut pas de passer par une indemnisation financière. Et là, le cas le plus flagrant, c'est celui de Haïti, que j'ai évoqué assez longuement, puisque c'est eu cette chose absolument extraordinaire, extravagante, c'est qu'au lieu d'obtenir l'indemnisation des esclaves, Haïti a été contraint par la force militaire, par une escadre navale qui est venue se présenter à Port-au-Prince. Le pays a été contraint d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves, c'est-à-dire en fait d'envoyer des sommes d'argent considérables, très supérieures à son budget annuel, chaque versement. Et tout ceci est passé à la Caisse des dépôts et des consignations, qui ensuite se chargeait de le redistribuer aux anciens propriétaires d'esclaves. Voilà ce que nous avons fait quand même. Et ça a duré plus d'un siècle, ces prélèvements sur le budget d'Haïti. On ne peut pas ne pas penser que ce genre de comportement a eu des effets à long terme sur le développement d'Haïti. Et j'ai cité les études économiques qui ont montré, alors ça pose des problèmes statistiques, mais que par exemple l'intensité de la traite négrière est corrélée positivement aux difficultés économiques de développement que connaissent les pays en question aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ce qui nécessite pour le chercheur de rétablir, et certains l'ont fait avec succès, d'essayer de reconstituer l'origine géographique des esclaves transportés depuis l'Afrique et de voir ensuite, vous savez que c'est l'Angola actuelle qui a été la terre la plus productrice en esclaves, de très loin. Le Sénégal, en comparaison, c'était nettement moins. Eh bien, il y a une corrélation assez forte entre les niveaux de développement actuels et l'intensité de la traite des esclaves dans les derniers siècles. Bon, il faut essayer ensuite de comprendre par quel mécanisme cette corrélation s'effectue. J'en ai parlé, notamment le manque de confiance au sein de la population, la fracturation des groupes, la fracturation de la société qui va de pair avec l'intensité de la traite qui est menée notamment avec la complicité d'une partie des chefs locaux, comme vous le savez et comme on le sait bien. Alors, dans une note qu'on m'avait demandée pour justifier le fait que la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, que je vous conseille d'aller voir, une fois de plus, j'avais milité pour le fait qu'il n'allait pas du tout de soi à l'époque, qu'il fallait commencer cette histoire de la migration en France en 1685, 1685 étant à la fois la promulgation du Code noir censé régir les relations des propriétaires avec leurs esclaves dans les îles, texte préparé par Colbert et publié après la mort de Colbert, et puis 1685, c'est aussi la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau, qui finit par expulser, parce que normalement ils auraient dû rester sur place et se convertir, seuls les pasteurs étaient expulsés, et à peu près 200 000 Huguenots ont quitté la France et se sont réfugiés essentiellement
eh bien, dans les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas, et en Prusse, notamment grâce à cet extraordinaire édit de Potsdam, qu'une semaine après la révocation de l'édit de Nantes, les lecteurs de Prusse promulguent en disant « Venez chez moi, je vous offre la citoyenneté, vous pouvez entrer dans les métiers sans aucune limite, vous pouvez choisir le lieu de votre établissement, je vous paie le billet de bateau d'Amsterdam à Hambourg, etc. etc. » Enfin, une opération, on se demande, enfin, on aimerait être la petite souris qui observe comment Louis XIV a appris cette nouvelle, parce que Louis XIV lisait les gazettes de Hollande qui étaient rédigées en français, et c'est comme ça qu'il s'informait sur ce qui se passait dans son propre royaume. Et il a dû apprendre, évidemment, cet édit de Potsdam, qui était un contre-édit de Fontainebleau. Et voilà. Donc 1685, oui, c'est une assez bonne date de départ. Et donc, il se trouve, je fais mon excursus, que c'est dans une note tout à fait officielle où il fallait justifier ce démarrage nouveau de l'enquête, parce que de l'exposition, parce que jusqu'à présent, l'exposition du musée de l'immigration démarrait seulement au XIXe siècle, démarrait au Second Empire. Donc là, on ajoutait quand même en arrière quelques siècles pour montrer que les populations n'avaient pas été immobiles dans cette espèce d'immobilité identitaire qui est rêvée par certains aujourd'hui. Et donc je disais, ni déni, ni repentir. Il faut envisager tout ça. Le repentir, ce n'est pas la même chose que la repentance. Le repentir, c'est une notion individuelle. Même dans le langage religieux de l'Église, c'est une contrition individuelle, avec une prière, avec... Bon, il y a les textes, évidemment, officiels de l'Église qui définissent ce que c'est que le repentir. La repentance, c'est une cérémonie officielle. C'est une cérémonie publique qui reconnaît une faute publique, collective. Voilà la distinction à faire entre le repentir et la repentance. Et l'Église est toujours extraordinaire pour sa capacité à définir des concepts et des distinguos qui n'appartiennent qu'à elle. C'est comme la distinction entre l'évêque coadjuteur et l'évêque auxiliaire. Ça, c'est quand même très... eh bien, il y en a un qui a droit de succession et l'autre pas, et je vous laisse deviner lequel. Donc, un des grands problèmes, évidemment, qui est abordé par Magali Pesson, c'est c'est le diagnostic sur la responsabilité. En quoi suis-je responsable de ce que les négriers français de La Rochelle, de Nantes, de Bordeaux ou d'ailleurs ont pu faire au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui me relie à ces gens-là? En fait, évidemment, rien d'un point de vue strictement individuel, mais c'est un fait qui est parfaitement démontré que la prospérité d'un certain nombre de nos grands ports de la façade atlantique est directement liée à la traite, avec cette complication que j'ai évoquée, que la traite était toujours mêlée à d'autres types de commerce, et qu'il n'est pas facile de démêler ce qui revient à telle ou telle catégorie de commerce dans ces colonies de peuplement. En tout cas, c'est très intéressant de voir comment Nantes d'abord, Bordeaux ensuite, La Rochelle également, ont entrepris des politiques mémorielles pour reconnaître l'importance de l'implication de leur ville dans la traite négrière. Et c'est Jean-Marc Ayrault qui a fait ça, notamment à Nantes. Et je trouve qu'il l'a très très bien fait. Enfin, c'est assez exemplaire du genre de choses que l'on peut faire sur le sujet, c'est-à-dire accroître cette prise de conscience sur le passé et nous rappeler que Haïti, ce sont nos anciens esclaves, ce qu'on a quand même beaucoup tendance à oublier. Voilà. Bon, bien sûr, la capacité des acteurs à mesurer le poids des contraintes collectives est extrêmement variable.
Le niveau d'aveuglement, de lucidité est extrêmement variable, et ça, il faut en tenir compte. Il dépend de l'éducation reçue. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet uniquement par la mémoire individuelle. Il y a une mémoire collective, une mémoire institutionnelle qui est entretenue. Et c'est de cela que l'État français ou les communautés territoriales françaises peuvent se sentir responsables, entretenir, cultiver une mémoire fondée sur des faits, des réalités, et qui finalement accroissent notre culture civique. Ce qui a été très difficile pendant toute la colonisation, c'est qu'on a assez systématiquement sous-estimé les capacités d'agir des colonisés. C'est très frappant maintenant quand on regarde la chronologie et la carte de tous les soulèvements qui ont eu lieu en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. Ils ont été beaucoup plus nombreux que ce qu'on a cru. Il y a des recherches récentes qui se sont multipliées sur les révoltes d'esclaves, j'en ai parlé assez longuement. C'est plus compliqué quand on regarde la question du travail forcé en Afrique, où là les comportements, la contrainte était tellement forte que ce sont des comportements de fuite, parfois des comportements suicidaires qu'on observe, des gens qui disparaissent dans la forêt sans moyens, sans ressources pendant des mois ou des années, mais sans avoir le système d'organisation du marronnage dans certaines îles des Caraïbes qui s'y prêtaient, dont le relief s'y prêtait. Là, en Afrique équatoriale, on a vraiment des exemples de comportements de fuite, et j'espère vous avoir convaincu en prenant l'exemple de Gide à quel point un homme aussi intelligent, aussi courageux, il a été courageux dans sa dénonciation des compagnies concessionnaires du Congo, pouvait être aussi totalement incapable de percevoir ce qui se passait, dénonçant quelques abus, mais ne comprenant pas à quel point le système du travail forcé était insupportable. J'ai été très frappé de voir, et vous l'avez compris, comment, quand il interroge les gens en disant « Mais pourquoi la récolte du manioc n'a-t-elle pas été faite? Pour quelle raison ?» La véritable raison que n'osent pas dire les indigènes, c'est que leur temps a été confisqué par les corvées de portage, qui étaient extrêmement lourdes, et que les gens étaient sortis de chez eux à des journées et des journées de marche et n'avaient plus le temps de cultiver leurs propres parcelles. C'était ça la véritable raison. Et les gouverneurs, d'ailleurs, s'en aperçoivent très bien, parce que lorsqu'ils cherchent de la main-d'œuvre pour les chemins de fer, ils se rendent compte que les gens sont déjà pris par le portage et donc ne peuvent plus faire encore autre chose, en plus du travail agricole qu'ils sont censés réaliser pour payer l'impôt, l'impôt de capitation. Gide, qui débarque comme ça un soir dans un village, interroge les gens, il est surpris de ne pas avoir de réponse, et il a cette conclusion extraordinaire. Ah ben, c'est sans doute parce que dans leur langage, il n'y a pas de catégorie de causalité. Ils ne sont pas capables de comprendre ce que pourquoi veut dire. Et là, on a un exemple, enfin moi j'ai trouvé cet exemple absolument extraordinaire, il le répète à 2 fois, et il dit « J'aurais dû lire Lévi-Brûle sur la pensée primitive avant de partir en voyage, et j'aurais mieux compris comme ça ce que font les indigènes, ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire, à quel point leurs structures linguistiques sont pauvres. » Bon, c'est là évidemment, il essaie de comprendre, mais il ne peut pas comprendre pourquoi les indigènes ne lui fournissent pas un discours précis, éclairant sur les raisons pour lesquelles leur activité agricole n'a pas pu se réaliser. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire exactement, est-ce qu'ils ont intérêt à prononcer un discours de révolte, ça ne pourrait être qu'un discours de révolte, s'ils expliquaient les véritables raisons pour lesquelles la récolte n'a pas été menée. Donc on a là des malentendus complets, radicaux, et qui tout de suite, il y a ce mécanisme de défense, tout de suite, l'occidental est amené à essentialiser l'indigène en disant il n'a pas les capacités de comprendre, de répondre à ce que je disais. Et j'avais un grand-père qui était juge dans les tribunaux militaires, dans les colonies,
qui me tenait exactement ce genre de discours-là. Les indigènes sont incapables de tenir des raisonnements solides, des raisonnements rationnels. Ils fuient sans cesse, ils nous évitent, on n'arrive pas à les interroger sérieusement, etc. Et c'était des discours que j'avais avec lui, des discussions que j'avais avec lui quand j'étais adolescent, mais évidemment, il n'a pas vécu assez longtemps pour que je puisse, fort du savoir que j'ai actuellement, le réinterroger sérieusement sur ses pratiques. Et puis on ne parlait pas beaucoup de ces choses-là en famille. Voilà, il y a eu donc toute une série de mécanismes de défense, et en particulier des équations qui se sont avérées de fausses équations. Je l'ai déjà évoqué, l'idée que la perte des colonies, c'est forcément le déclin de la France. On s'est aperçu qu'en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'est ce que le général de Gaulle a compris, qu'il fallait se débarrasser du boulet colonial pour assurer le développement du pays, puisque dans les phases les plus intenses de la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, c'était jusqu'à 15 ou 16% du budget national qui était consacré à l'effort de guerre. Ce n'était pas tenable, ça n'était pas viable. Et les bons observateurs qui connaissaient un peu les ordres de grandeur du budget public savaient qu'on ne pouvait pas prolonger cet état de choses. La deuxième équation, c'était colonisation égale civilisation. Bon, ça, j'en ai parlé déjà assez longuement, notamment dans le chapitre que j'ai rédigé à l'occasion du colloque sur la notion de civilisation il y a 2 ans. Et puis, cette idée aussi que j'ai déjà évoquée, c'est que critiquer la colonisation, c'est nécessairement être un ennemi de la France, c'est ne pas l'aimer. On sent bien que ce genre d'argument a des échos encore actuellement dans le débat. Il suffit de remplacer la colonisation par l'immigration pour que les choses restent... Voilà. Alors, il y a un texte fameux de Marc Bloch. J'ai oublié d'amener avec moi les livres dans lesquels je voulais lire des citations, mais peu importe. Il y a un très beau texte de Marc Bloch dans son livre posthume, son essai posthume « Apologie pour l'histoire au métier d'historien », puisqu'il a été donc assassiné pendant la guerre, et que cite Hubert Bonin. Hubert Bonin, c'est un des grands chercheurs d'histoire économique sur l'empire colonial français. C'est un chercheur qui notamment s'est beaucoup intéressé aux archives des entreprises, aux archives des grandes entreprises qui ont bénéficié de la colonisation, qui ont travaillé dans les colonies. Et donc, c'est quelqu'un qui a un savoir tout à fait extraordinaire sur le rôle des entreprises dans la colonisation française. Il cite ce texte et Marc Bloch dit, mais écoutez, l'historien, ce n'est pas un tribunal, l'historien ne doit pas juger, l'historien ne participe pas au jugement dernier, où il doit décider qui est bon, qui est méchant, qui doit être voué aux enfers, qui doit mériter le paradis, etc. Ça n'est pas le rôle de l'historien, donc c'est un très beau texte. Je vous donne la référence dans le livre d'Hubert Bonin. Enfin, Apologie pour l'histoire mérite d'être lu directement, bien sûr. Le problème, c'est que l'historien ou le chercheur en sciences sociales peut vraiment difficilement éviter de juger. Et si vous lisez Hubert Bonin ou que vous lisez Daniel Rivet, par exemple, un autre grand historien de la colonisation, dont je vous ai vivement recommandé la lecture, eh bien, il y a sans cesse, dans une douzaine de passages, le fait qu'on s'appuie sur, évidemment, la connaissance rétrospective de l'issue de toutes ces questions-là, et on parle des occasions manquées, on parle du gâchis qui a été accompli par telle ou telle, enfin qui a résulté de telle ou telle décision, et quand la totalité des maires des communes mixtes algériennes menacent de présenter leur démission si le projet Blum-Violette est appliqué en 1936 sous le gouvernement Blum. C'est un projet qui visait simplement à accroître un petit peu le nombre des musulmans qui pouvaient entrer dans le collège électoral. C'était un petit accroissement du collège électoral. Les 200 maires d'Algérie menacent collectivement de démissionner. C'était une opposition absolument résolue. Et donc les historiens qui évoquent
de tels épisodes disent, mais enfin, s'ils avaient été un peu moins rigides et s'ils avaient accepté quelques aménagements dans le système électoral, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc, régulièrement, c'est à peu près impossible de l'éviter. Quand vous lisez les textes de ces auteurs, vous voyez que sans cesse, ils ont en tête, ils s'interrogent, c'est le contrefactuel, sur ce qui aurait pu se passer s'il y avait eu un peu plus de lucidité sur, voilà, si on avait accordé davantage aux minorités dites évoluées, issues du monde musulman, etc. etc. En vérité, on ne sait pas trop ce qui se serait passé. Très vite, très tôt, un certain nombre d'acteurs de l'époque utilisent le fameux argument de la pente glissante. Si vous commencez à céder le petit doigt, enfin, c'est le thème de l'engrenage, hein, le thème de la pente glissante, le slippery slope, comme on dit en anglais dans l'étude des rhétoriques, eh bien, à ce moment-là, le bras va y passer, l'avant-bras, enfin, voilà, vous allez tout perdre. C'est le thème de la brèche dans la digue, c'est le thème, enfin, il y a une dizaine de métaphores qui expliquent à peu près, ils disent à peu près la même chose, c'est que si vous commandez à céder un petit peu, alors c'est le début de la fin. Et donc certains auteurs ont dit, mais si on accroît la part des indigènes dans les collèges électoraux, alors ils finiront par nous dominer, car on avait quand même conscience du déséquilibre démographique entre la majorité indigène et la minorité coloniale, et à ce moment-là, c'est nous qui serons colonisés. Le thème du colonisateur colonisé intervient très tôt dans les réflexions de l'époque, et c'est ce que Frédéric Cooper, le grand historien de la décolonisation, a appelé l'argument Herriot, puisque c'est Édouard Herriot qui, négociant avec Senghor, Mamadou Dia, Houphouët-Boigny, etc., s'oppose, enfin s'inquiète de voir le collège électoral, de voir progresser l'idée d'un collège électoral unique où forcément les indigènes auraient la majorité. Et il s'est dit, mais à ce moment-là, c'est nous qui serions colonisés au lieu de coloniser. Donc, on voit bien que là, il y a une espèce de semi-conscience, hein, de l'idée que tout le système repose sur une minorité qui, par la force, s'est imposée une majorité. Et si elle respecte le principe d'égalité, un homme, une voix, au sein d'un collège unique, eh bien alors tout le système s'écroule. Et cette conscience très très vive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand tout le monde extérieur exerce sa poussée, n'est-ce pas, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien ça devient complètement insoluble pour les colonistes. Ce sont ces discussions dont Frédéric Cooper rend compte dans son grand livre sur la décolonisation de l'Afrique occidentale française dans les années donc 1946 à 1960 sont tout à fait passionnantes. Alors je vais maintenant revenir un peu sur une référence que je trouve intéressante. C'est vraiment dommage, c'est un livre, un très beau livre, qui a été publié en 2009, qui n'a pas eu d'écho, peut-être parce qu'il était publié chez un petit éditeur à Ghosn, qui est un éditeur marseillais, qui s'est un peu spécialisé dans la publication de textes assez radicaux. Mais il faut lire les choses radicales. C'est ça qui... c'est toujours intéressant. Il y a une attitude consistant à dire « mais quelle horreur, c'est épouvantable, si on suit ces gens-là, la société fout le camp, tout disparaît, etc. » Et puis non, moi je fais partie des gens qui disent « mais il faut lire les auteurs les plus radicaux, il y a toujours des choses à prendre. » Ça ne veut pas dire qu'on y adhère totalement, mais de temps en temps, il faut accepter l'exercice consistant à se faire un peu secouer par les jeunes générations et par des idées radicales dont on se rendra peut-être compte dans 20 ans et 30 ans qu'elles sont assez ordinaires, ces idées, qu'elles s'imposaient à un certain moment de notre histoire. Donc voilà, c'est ma façon de régler la question du wokisme. Hein, parce que qualifier de wokiste tout ce qui vous déplaît, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous oblige à prendre conscience
une conscience de plus en plus accrue de tout ce qui se passe, c'est vraiment une défausse terrible. Enfin, je trouve que... Voilà. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur le wokisme, même si certains d'entre vous, dans les questionnaires qui ont été remplis, vous avez bien rempli vos questionnaires, là, oui, se réclamaient des cours sur le wokisme. J'ai vu ça au passage. Bon. Non, c'est un beau sujet. Ce qui me fascine dans cette histoire de wokisme, c'est la rapidité avec laquelle l'argument s'est développé, d'hebdomadaire en hebdomadaire, de quotidien en quotidien, d'essayiste ou d'éditorialiste en éditorialiste. En 2-3 ans, ça y est, le terme avait fait le tour de toute une partie de la presse. Ce mécanisme-là, en soi, était fascinant. Sur le contenu même, j'avoue, j'ai très mal mordu. Bon, mais peut-être parce que je dois être moi-même un grand wokiste, c'est possible. On ne peut pas contrôler la réception de son propre discours, c'est impossible. Donc, Catherine Coquerel-Vidrevitch, dans cet excellent petit livre, démarre un peu en flèche en disant que notre culture nationale héritée n'est pas seulement une culture hexagonale, elle résulte de tous les héritages qui se sont mêlés dans un passé complexe et cosmopolite où le fait colonial a joué et continue de jouer son rôle. Donc la métropole n'est pas isolée, évidemment, du reste du monde, notamment pas de ses colonies, et si on veut avoir une culture nationale réelle, il faut intégrer ces éléments coloniaux dans notre passé. Et elle observe que cette prise de conscience s'est avivée au début des années 2000. Alors elle cite en 2001 la loi Taubira, qui fait de la traite des Noirs un crime contre l'humanité. Elle cite le livre que j'ai déjà cité, Marc Ferraud, le livre noir du colonialisme de 2003. Elle cite le fameux article 4 de la loi du 23 février 2005, qui est une réaction à la loi Taubira, et qui a été votée donc avec une majorité des députés de droite, qui voulait imposer aux historiens, et notamment aux manuels d'histoire, l'idée d'enseigner le rôle positif de la présence française outre-mer. C'est la phrase qui figurait dans la loi. Ça a suscité, comme vous en souvenez peut-être, un tollé dans non seulement la corporation des enseignants, non seulement les professeurs d'histoire et de géographie, mais enfin, bien au-delà, enfin, comment des députés, à vrai dire, très ignorants, il faut quand même dire les choses, mais soumis directement aux pressions de certains électorats où les rapatriés jouaient un grand rôle, ont-ils pu sortir une phrase aussi simple, aussi simpliste. Bon, ça c'est tous les mystères du Parlement. Et en juillet 2007, il y a eu le pompon, si j'ose dire, qui était le fameux discours du président Sarkozy à Dakar, dont on a su très vite qu'il avait été rédigé par Henri Guénaud, qui disait « Moi, j'ai lu Hegel, et c'est Hegel qui nous a appris que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'effet a été absolument désastreux en Afrique. C'est d'ailleurs de ce moment-là que les sondages d'opinion qui sont menés régulièrement en Afrique sur l'image de la France se sont nettement dégradés. Il ne faut pas s'étonner de la façon dont nous sommes en train de perdre peu à peu toute emprise sur les pays du Sahel. Ça fait longtemps que des chercheurs parfaitement conscients, connaissant à fond le terrain, etc., nous disent « Mais attention, toutes ces opérations Barkhane et compagnie sont perçues par les populations locales comme des occupations, comme une dépossession de l'armée locale par une armée étrangère, etc. » Et on ne les a pas écoutés. On n'a pas écouté ces chercheurs qui connaissaient parfaitement le terrain et qui avaient lancé des signaux d'alerte à ce sujet. Bon, et du coup, Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud se sont attirés 2 ouvrages collectifs de remise à niveau. Il y a Jean-Pierre Chrétien, donc grand spécialiste des Grands Lacs, l'Afrique de Sarkozy, et puis Adamé-Ba Konaré, petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine, qui est un livre très intéressant. Ce sont 2 très bonnes synthèses de l'histoire de l'Afrique. Et du coup, merci à Nicolas Sarkozy d'avoir ainsi suscité 2 bonnes synthèses d'histoire de l'Afrique qui montrent à quel point
eh bien, oui, l'Afrique, évidemment, n'a cessé de vivre des histoires extrêmement complexes, des empires qui voilà, s'étendent, s'écroulent, des migrations de grande ampleur, évidemment le choc de la traite, de la demande européenne d'esclaves, etc., tout ceci. Et donc on doit notamment à Catherine Kokrivitorovitch un manuel d'histoire de l'Afrique, mais enfin il y en a maintenant un certain nombre. Des Africains eux-mêmes ont publié des manuels d'histoire de l'Afrique qui ne contredisent pas ceux qui ont été faits par les chercheurs français. On a aussi de plus en plus la capacité à exploiter les récits des griots, comme on les appelle, ou des traditionnistes, qui sont capables de raconter, de transmettre de génération en génération des récits, y compris de traite d'ailleurs, glorifiant certains empereurs de certains royaumes, certains empires de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Et donc, oui, les sources d'histoire de l'Afrique se sont considérablement multipliées, mais là, je suis un peu sur le terrain de mon collègue François-Xavier Fauvel, qui a publié 2 excellents atlas sur le sujet. Donc, voilà un peu le contexte. Elle explique, et c'est un livre très intéressant pour ça, que l'histoire coloniale française a fait d'immenses progrès dans les années 75 à 2000. Beaucoup de thèses rédigées par des Africains, toutes ne sont pas publiables, enfin beaucoup sont malheureusement impubliées, elles le déplorent. Beaucoup de ces chercheurs africains ont été recrutés aux États-Unis. Nous avons raté le recrutement de chercheurs africains de qualité qui sont des... Bon, il y en a quelques-uns qui sont très connus, évidemment, hein. Mais voilà, elle explique que cette histoire coloniale française a énormément progressé, mais elle est restée confidentielle. Et je cite sa phrase, « Nous savons beaucoup de choses, mais nous les avons soit oubliées, soit négligées, soit omises par prudence, soit par mauvaise foi ou mauvaise conscience. » C'est un spectre assez large. Et elle distingue 3 étapes de l'historiographie coloniale. Je vais entrer un peu dans le détail parce que je trouve ça intéressant et que ça me fournit, je trouve, une bonne synthèse ou une bonne conclusion à l'ensemble de mon cours. Dans l'après-guerre et jusqu'en 1975, les historiens sont... l'attention des historiens des colonies est captée par quelques faits majeurs. Il y a d'abord, évidemment, la libération, eh bien, la proclamation, notamment par les États-Unis, par la Charte de l'Atlantique, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ceci ne passe pas inaperçu auprès de toutes les élites africaines qui vont s'appuyer fortement sur ces déclarations pour revendiquer leurs droits. La France réagit en créant l'Union française. En avril 1946, il y a la loi Lamine-Gueye. Lamine-Gueye, c'était le premier élu socialiste guyanais. Il avait été élu déjà en 1914, donc c'était un patriarche en quelque sorte de la classe politique sénégalaise. C'est le mentor de Senghor, si j'ose dire. Et cette loi fait que tous les colonisés sont désormais des citoyens français. Ça ne va pas être appliqué, en fait, puisque dès la Constitution de 1946, quelques mois après, on dit qu'ils sont citoyens, certes, mais citoyens de l'Union française, et non pas citoyens français. Et donc, du coup, les différences de statut persistent. Ils sont électeurs, certes, mais dans un collège séparé. Et on va avoir des cas absolument incroyables de fraude électorale organisée par les autorités françaises, puisque ça va culminer avec Marcel Raymond, je crois, Marcel Négelen. Marcel Négelen, c'était quelqu'un de Belfort qui a été longtemps ministre de l'Éducation nationale, socialiste, qui avait un parcours tout à fait honorable, mais qui, lorsqu'il est nommé gouverneur général en Algérie, prend le parti des colons et couvre avec un cynisme absolument incroyable des fraudes électorales massives, c'est-à-dire des urnes trafiquées qui permettaient, selon la tête des gens, de faire glisser le bulletin de vote dans une partie arrière
de l'urne ou dans une partie avant. Et on doit à Marc Ferraud, qui a vécu en Algérie à ce moment-là, une description extraordinairement concrète et vivante de la fraude électorale sous le gouvernement d'Algérie de Marcel Negelen. Donc c'est un épisode assez lamentable et évidemment on a des échos de la façon dont ces pratiques ont été perçues par les indigènes eux-mêmes, qui avaient espéré, après toutes ces réformes de l'après-guerre, une amélioration de leur statut et qui ont découvert que les Français étaient absolument prêts à tout pour empêcher que ça se fasse, y compris la fraude la plus éhontée. Alors, vous savez que donc un deuxième sujet qui va intéresser les historiens, c'est le fait que la France va entrer dans le processus de décolonisation, mais elle va y entrer de façon tardive. On est quand même entré dans l'histoire à reculons. C'est ça que la France a fait pendant toute cette période. Il y a eu la guerre d'Indochine, 1946 à 1954, la guerre d'Algérie, 1954-1962, alors que l'Angleterre a concédé l'indépendance à l'Inde dès 1947 et les Pays-Bas à toutes les possessions du domaine indonésien dès 1945-1949. Pour autant, ces décolonisations britanniques et néerlandaises ne se sont pas bien passées, contrairement à ce qu'on dit parfois. Il y a eu des guerres civiles, il y a eu combien de millions de morts dans la séparation, la partition de l'Inde et du Pakistan à l'issue de la décolonisation. Si on essaie de faire des comparaisons sur le bilan, le coût humain de la décolonisation dans le domaine britannique et dans le domaine français, on ne peut pas dire que l'un s'est mieux passé que l'autre. C'est pas vrai. Mais enfin, dans la chronologie, c'est bien l'Angleterre et les Pays-Bas qui ont devancé la France, et c'était d'ailleurs constamment un argument mis en avant par les militants de l'indépendance au Maghreb. Et puis, cet autre phénomène qui va susciter des recherches importantes, parce que se développe au même moment en France toute une école d'histoire économique, notamment derrière la personnalité de Jean Bouvier, le grand historien du Crédit Lyonnais, mais qui va étendre ses études à toute l'histoire de la banque. On constate que les entreprises, observant que le coût colonial devient de plus en plus élevé et s'aligne sur les coûts en métropole, eh bien, peu à peu vont retirer leurs capitaux. C'est ce que va décrire Jacques Marseille, avec une interprétation qui va être modifiée par Denis Cognot. Mais là encore, un des éléments les plus importants qui est finalement mis en lumière par Frédéric Cooper, ce grand historien américain qui a commencé par travailler sur l'Afrique britannique et qui ensuite a étendu sa recherche à l'Afrique française, eh bien, il montre que le coût du travail dans ces pays africains est devenu très élevé, que ce soit les mineurs, les employés du chemin de fer, des postes, de l'administration générale, avaient réussi, par des revendications multiples, à s'aligner le plus possible sur les niveaux de salaire de la métropole, et du coup avaient rendu très peu viable le système budgétaire de ces petits pays qui devaient verser tous ces salaires. C'est la thèse de Frédéric Cooper. Bon, elle est discutée, il faut savoir qu'elle ne fait pas l'unanimité. En tout cas, les entreprises, à ce moment-là, peu à peu se dégagent des colonies. Là, on se situe dans les années 1950-1960. C'est tout à fait à la fin du système. Et puis, Catherine Kokrivridovich, qui est plutôt une gauchiste qu'une droitiste, si j'ose dire, dit aussi qu'il y a un élément important dans toute cette affaire, c'est la lucidité d'un homme providentiel, De Gaulle. Je cite textuellement sa phrase. Dans les années 50-70, elle cite une vingtaine de thèses d'État françaises sur l'histoire de l'Afrique, qui vont permettre à leurs auteurs d'obtenir des postes universitaires. Donc il va y avoir une certaine reconnaissance universitaire des recherches d'histoire coloniale et africaine.
mais il y a aussi des thèses soutenues par des chercheurs africains qui, eux, vont avoir beaucoup plus de mal, évidemment, à obtenir des postes, et ne serait-ce que d'abord à faire imprimer leur thèse. Elle cite l'œuvre d'Henri Brunswick, qui était en fait son patron de thèse. Henri Brunswick, c'était d'abord un historien de l'Allemagne, et puis il s'oriente vers l'histoire de l'Allemagne coloniale, et puis il va passer ensuite à l'histoire coloniale tout court. C'est ça le parcours d'Henri Brunswick. Il a beaucoup étudié la conférence de Berlin, la fameuse conférence de Berlin de la fin du XIXe siècle, où il démontre qu'il ne s'agit pas de se partager le gâteau africain, mais de définir les règles d'un futur partage à venir. C'est-à-dire que les pays européens, dans cette conférence de Berlin, ne savent même pas encore à quoi ressemblent exactement les pays qui vont se partager. Ils ne connaissent pas très bien la carte, ils ne savent pas très bien où passent les fleuves, où ils démarrent, etc. Mais n'importe, ils décident a priori de se partager ces terrains-là en fonction d'un certain nombre de principes, avant même d'avoir pris possession effective des territoires en question. Donc Brunswick a fait ça existe dans la collection Champs Flammarion, c'est tout à fait lisible et c'est très documenté. Mais l'apport principal, l'œuvre pionnière d'Henri Brunswick, c'est de démontrer que l'impérialisme colonial de la Troisième République n'avait pas été une stratégie explicite des entreprises, du monde du patronat français. C'est la théorie du capitalisme qui fomente le colonialisme. Il montre que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, que ça n'a pas non plus été voulu, ce n'est pas une politique délibérée du Parlement, mais en fait, le ressort principal de la colonisation à partir de la Troisième République, c'est venger la défaite de Sedan. Et en même temps, Bismarck est très content de pouvoir détourner la passion nationaliste française vers l'Afrique au lieu qu'elle s'oriente vers l'Allemagne. Et c'est intéressant de voir que certains auteurs de la droite extrême, comme Barrès, vont justement critiquer la colonisation au nom du fait qu'elle est un dérivé par rapport à la mission sacrée de reconquête de l'Alsace-Lorraine face à l'Allemagne. Vous voyez à quel point les prises de position peuvent parfois nous surprendre à distance. D'où le fait que le fameux lauréat du prix Goncourt, donc 1900, j'ai déjà oublié la date, avait écrit à Barrès pour dénoncer les exactions du colonialisme au Congo. Et Barrès lui avait répondu assez favorablement, semble-t-il, même si on n'a pas conservé sa correspondance. Donc l'État n'a pas une politique très délibérée à ce moment-là de conquête de l'Afrique, mais il se trouve qu'il y a des initiatives individuelles, des missionnaires, des sociétés soi-disant de géographie, d'exploration, etc., qui, du côté britannique comme du côté français, par pure initiative privée, commencent à entrer dans les terres. Et puis, c'est ce qu'a fait Savorgnan de Brazza, qui était un aventurier, tout simplement, avant de devenir un héros national, modèle d'éthique, etc., parce qu'il avait comme mission notamment d'abolir l'esclavage dans toutes les régions où il passait, mais en fait, il a signé toute une série de pactes, de traités plus ou moins formels avec des roitelets locaux qui ne comprenaient pas très bien ce qu'ils signaient, qui s'apercevaient après coup qu'ils avaient cédé la possession de leurs terres à la France, des choses comme ça. Donc Bismarck, c'est pareil, va se retrouver face à des aventuriers qui eux aussi sillonnent le Cameroun, sillonnent des terres africaines, et qui ensuite, ayant beaucoup de difficultés à entrer en possession réelle des terres qu'ils avaient soi-disant conquises par leur action diplomatique et leurs explorations, s'adressent à l'État pour prendre le relais, pour qu'ils prennent le relais. Et Bismarck était très réticent vis-à-vis de cette colonisation privée qui l'obligeait finalement à intervenir malgré lui, parce que ce n'était pas du tout son objectif premier. Donc voilà un peu comment commence la colonisation de l'Afrique, par une espèce de colonisation informelle. C'est le nom qu'on donne à cet épisode-là, et c'est peu à peu seulement que l'État français va
entériner cette colonisation informelle et en faire une colonisation officielle. Bon, il faut une quinzaine d'années pour que ce processus se fasse. Du côté britannique, on a l'ouvrage de Ronald Robinson et John Gallagher sur l'Empire malgré lui, Reluctant Empire, qui analyse le cas de l'Égypte. L'Égypte, c'est un cas assez particulier. Les Français y étaient très présents, le canal de Suez, je me rappelle, les Anglais aussi, mais c'était surtout une terre avec laquelle on commerçait. Il y avait quand même un pouvoir local qui était assez fort, qui avait une bonne réputation. Et du coup, ce que montrent Robinson et Gallagher, c'est que lorsque l'Égypte est devenue réellement une possession britannique, elle a rapporté beaucoup moins au royaume, à l'Angleterre, que lorsqu'elle était encore indépendante. Le système commercial, notamment l'histoire du coton, tout ça, c'était beaucoup plus rentable pour l'Angleterre quand ça n'était pas une simple colonie, alors que lorsque vous installez, que vous prenez possession sur un régime colonial d'un pays comme celui-là, eh bien, il y a des coûts administratifs, il y a des coûts sociaux, il y a des charges militaires, etc. Et tout ça dégrade en quelque sorte le bilan financier de l'opération. Donc ça, c'est une démonstration qui avait beaucoup impressionné Catherine Kokrivitovic, qui s'est inspirée du modèle du Reluctant Empire, de l'Empire malgré lui, pour analyser la situation en Afrique équatoriale française. Ce qu'ont fait les historiens à l'époque, et qui est très intéressant, c'est de bien montrer que finalement la théorie dominante chez les acteurs de la colonisation, des colonies d'exploitation notamment, c'était que les colonies doivent être profitables pour les métropoles. Et c'est quoi le deal, c'est quoi le donnant-donnant? Il nous paraît assez curieux aujourd'hui, c'est que vous nous rapportez une contribution économique des colonies en échange des bienfaits qu'on vous apporte. Et les bienfaits qu'on vous apporte, c'est la civilisation, c'est le sens du travail, parce que toutes ces populations étaient censées n'avoir aucun sens du travail, être paresseuses, etc. Et donc, human labor, vous vous souvenez de cette image que je vous avais présentée de l'Empire britannique, cette image allégorique de l'Empire britannique, où on voit au premier plan Atlas soulevant le monde, avec l'inscription Human Labor, et puis on voit un portefaix sur le côté qui illustre la façon dont les sociétés indigènes se mettent au service des colonisateurs. Eh bien, ça faisait partie des bienfaits qu'on apportait à la colonie, le sens du travail. Et on le voit encore dans toute la correspondance qu'échangent, par exemple, les ingénieurs, les gouverneurs, etc., à propos de la construction du chemin de fer. Mais enfin, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces populations s'enfuient lorsqu'on essaie de les recruter pour le chantier. Elles avaient une bonne connaissance du taux de mortalité incroyable qui régnait sur le chantier, tout simplement. Mais c'était interprété par les administrateurs comme l'illustration d'une espèce de refus foncier du travail, une absence d'éthique du travail. C'était, voilà, les populations du Congo n'étaient pas très weberiennes, c'était le moins qu'on puisse dire. Bon, alors les historiens montrent que les colonies ne sont guère rentables, mais à l'exception d'une petite minorité d'entrepreneurs qui ont été parfaitement étudiés, notamment par quelqu'un comme Hubert Bonin, qui a identifié les principales compagnies qui ont tiré les bénéfices les plus importants de cet acte de leur activité. Mais du coup, il y a une grande énigme qui va faire beaucoup discuter, qui va être à l'origine de discussions intenses au sein des historiens. À quoi bon l'expansionnisme colonial si les colonies étaient si peu rentables? Et c'est à ce moment-là qu'on voit entrer en lice des historiens d'économie. J'ai déjà cité Jean Bouvier, il y a Jacques Marseille qui va être associé au programme du CNRS monté par Jean Bouvier qui va utiliser les données de ce programme, Hubert Bonin que je viens de citer aujourd'hui, Denis Cognot et toute son équipe
dans une perspective assez différente, parce que les données ont été davantage critiquées et sont manipulées avec une maîtrise technique qui est supérieure, c'est inévitable, à celle dont pouvaient se prévaloir leurs anciens. Alors la conclusion de tout ça, en filigrane, c'est que finalement la colonisation, qui se présentait comme une grande entreprise économique, vous vous souvenez de Paul Leroy-Beaulieu, qui avait été le chantre de la colonisation pour des motifs économiques, ça allait ouvrir de grands marchés, on allait pouvoir tirer les meilleurs bénéfices de ces colonies. Les économistes avant Paul Leroy-Beaulieu, c'est dans les années 1860, étaient extrêmement critiques sur l'intérêt qu'il y avait à coloniser. Je pense par exemple à quelqu'un comme Clément Juglar, un économiste dans les années 1830, un des premiers économistes à décrire des cycles économiques de longue durée, qui fait une enquête de plusieurs mois en Algérie et dit mais on s'est trompé sur toute la ligne, on a détruit des systèmes économiques traditionnels qui marchaient très bien, on les a remplacés par rien, on a appauvri les populations, la colonisation est un échec total. Et ce genre de diagnostic porté par les économistes, qu'on retrouvait fréquemment dans les revues d'économie françaises, ça va durer longtemps, jusqu'à ce que Paul Leroy-Beaulieu devienne le chantre d'une exploitation libérale, en quelque sorte, des colonies, en insistant sur le fait qu'elles devaient être dévolues aux entreprises privées avec une intervention aussi minime que possible des États. Mais finalement, les analyses économiques qui vont être menées dans les années 60-70 vont un peu ruiner l'argument, vont montrer que, hormis quelques exceptions, finalement, les colonies n'ont pas été si rentables que ça. Alors à quoi bon? Tout ça pour ça, hein, c'est un peu la question qu'on se pose quand on lit ces enquêtes. Et il y avait en fait l'idée que c'était beaucoup plus une entreprise identitaire, une revanche sur le passé, une manifestation de puissance, l'impérialisme au sens un peu pur du terme, qui n'a pas nécessairement de corrélat économique, et qui était en plus doublé évidemment d'une vision du monde qui était tout à fait raciste et qui hiérarchisait les civilisations. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la politique migratoire actuelle, qui est très très peu rationnelle sur le plan strictement économique ou strictement démographique, mais qui est foncièrement identitaire. Je fais ce parallèle. Bon. Et du coup, le travail de légitimation, il a été très particulier. Alors certes, il y a les militaires, et Lucien de Montagnac, l'homme des razzias, dont je vous ai lu d'assez longs passages, lui, son raisonnement est très simple. On m'a demandé de conquérir l'Algérie, je conquiers l'Algérie, la fin justifie les moyens, comme ces gens-là résistent, il n'y a pas autre chose à faire que de les affamer ou les exterminer. S'ils résistent, je m'en débarrasse. Voilà, c'est sa légitimation. J'ai un ordre, conquérir l'Algérie. Et il ne va jamais remettre en cause évidemment la légitimité de l'ordre lui-même. Puis vous avez ceux qui ont une conscience morale un peu supérieure, qui s'interrogent quand même sur le bien fondé du principe même de la colonisation. Mais ils vont être assez rares, ils vont être très rares. Et on aperçoit ça chez quelques auteurs que je vous ai cités. Il y a l'idée que si ça ne marche pas, il va falloir qu'on revienne chez nous. Ce sera inévitable. Et donc, le droit de conquête, il y a eu quelques militaires pour justifier le droit de conquête, mais très vite, il a fallu trouver une autre justification, qui est le devoir de conquête, qui est l'idée que nous avons un devoir, qui est de civiliser les civilisations inférieures, la fameuse formule de Jules Ferry, Jules Ferry n'est là que l'incarnation contingente d'un système de pensée qui était fort répandu. Nous avons un devoir de conquête. Et là, il faut toujours rappeler Rousseau, qui, dans sa simplicité radicale, dit toujours des choses extraordinaires. Bon, je ne parle pas du Rousseau traitant des femmes de Sophie, etc. Ça, c'est une face de Rousseau qu'il faut savoir oublier.
Mais enfin, le contrat social a quand même des phrases extrêmement fortes. Il n'y a pas de droit de conquête. Le droit de conquête n'existe pas. Le droit de conquête, c'est une contradiction dans les termes. Le droit de conquête n'étant point un droit, n'en a pu fonder aucun autre. C'est dit. Et le droit de l'esclavage, eh bien, il n'y a pas de droit de l'esclavage. Le droit de l'esclavage est nul. Non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots esclavage et droit sont contradictoires. Il n'y a pas de formulation plus radicale de l'opposition à l'esclavage que ces formules de Rousseau. Il ne s'est pas beaucoup étendu sur le sujet après, c'est ce que certains auteurs vont lui reprocher, mais Bouddha et Temad, ce grand historien de l'économie de la colonisation, a écrit un petit livre sur les genevois et l'esclavage. Et il cite quelques grands propriétaires genevois qui avaient des intérêts au Suriname ou ailleurs, en Afrique, etc. Il cite aussi Rousseau, et il ressort la même chose, c'est que les propos de Rousseau contre le droit de conquête et contre le droit de l'esclavage sont absolument radicaux. Et ça fait qu'effectivement, ce système de défense, le droit de conquête, ça ne marche plus. Il faut transformer ça en un devoir de conquête, en un devoir moral de conquête. Et c'est comme ça que la colonisation, quelles que soient ses justifications économiques par ailleurs, a pu se développer. Alors, le problème majeur, toujours dérangeant aujourd'hui, c'est une formule que j'emprunte à Catherine Kokry-Vidrovitch, c'est le principe même de la colonisation. C'est ce fossé, cet abîme légal entre le colon et l'indigène, le fameux code de l'indigénat dont plusieurs auteurs, pas seulement contemporains, mais enfin de l'époque, ont dit à quel point c'était une monstruosité juridique, puisque c'était en rupture totale avec le principe d'égalité appliqué aux métropoles. Mais là, la barrière, l'océan qui séparait la métropole des colonies, était une sorte de... suffisait à justifier l'inégalité de traitement. Et donc, du coup, il s'ensuit aussi que la possession de ces immenses territoires rendait quasiment inévitables les abus. On le voit en Afrique orientale, en Afrique occidentale, pardon, en Afrique équatoriale, mais on le voit aussi dans toute la partie sud de l'Algérie. Il y avait, pour gouverner des communes immenses, des communes qui avaient parfois la taille d'un département français, il y avait un tout petit nombre d'administrateurs et de militaires, les commandants, comme on les appelait, sur place, même s'ils n'étaient pas militaires. Et évidemment, c'était souvent des jeunes, abandonnés dans leur... comme Mantran se retrouvait au fin fond du Congo, et donc sans grande expérience, essayant avec très peu de moyens d'affirmer leur autorité, et donc du coup, effectivement, se livrant à des violences et des abus de toutes sortes. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que tout ce système qui était très bien décrit par les générations successives d'historiens est déjà parfaitement brossé dans le grand livre de Charles Robert Ageron, qui est vraiment le grand historien des années 60, Les Algériens et la France, 1871-1919, un livre de 1000 pages publié en 1968. Le titre, d'ailleurs, a fait scandale, parce que les Algériens, ça évoquait plutôt les colons à l'époque, alors qu'il désigne par les Algériens les habitants indigènes, autochtones de l'Algérie, ce qui n'était pas une pratique fréquente à l'époque. Et c'est dans ce livre que sont décrites de façon précise toutes les pratiques de la Troisième République qui ont permis d'exclure les colonisés de la citoyenneté, que ce soit la législation fiscale, le régime forestier, le code de l'indigénat, mais aussi la fraude électorale, etc. C'est vraiment dans ce livre majeur, matriciel, que tout ceci est déjà mis en place, même si ensuite on a d'excellents historiens et historiennes qui ont évidemment détaillé tout ça avec beaucoup de précision. Alors, dans la deuxième étape, je vois que des pièces de monnaie roulent dans les couloirs.
inanité sonore. Alors, la deuxième étape historiographique, j'y passe très rapidement, c'est qu'en fait, entre 1975 et 1990, il y a eu un fort repli des historiens français sur l'Hexagone. Au fond, la décolonisation est faite. Maintenant, ce qui se passe dans ces pays étrangers du tiers-monde, ça ne nous intéresse pas tellement. Et les historiens français se recentrent très fortement sur l'histoire de la France. Et c'est tout à fait typique. Les lieux de mémoire, cet immense livre en 3 tomes, publié chez Gallimard de 1984 à 1992 sous la direction de Pierre Nora, n'aborde pas la question de la colonisation. Il y a un seul chapitre sur la centaine qu'il doit y avoir, ou davantage, et Nora d'ailleurs le regrettera plus tard. Brodel écrit son livre également en plusieurs tomes sur l'identité de la France en 1986, à la même époque. On a aussi Eugen Weber, l'historien américain, qui au même moment, 1 ou 2 ans avant Brodel, écrit son grand livre sur Peasants into Frenchmen, français, paysans d'hier, français d'aujourd'hui, qui a été traduit en français sous le titre La France des terroirs, comment on passe de la France des terroirs à une France unifiée, etc. Et ce qui est assez curieux, et on le voit très bien dans l'organisation de l'École des hautes études en sciences sociales ou l'organisation du CNRS, la France va un peu sous inspiration américaine d'ailleurs, va d'un côté développer une histoire de la France extrêmement précise, détaillée, histoire des pouvoirs, histoire de l'habitat, histoire de toutes les institutions, etc. Et à côté, de façon assez juxtaposée, une histoire des aires culturelles, Asie, Amérique, Afrique, etc., où les auteurs ont à la fois des connaissances linguistiques fortes, etc. Finalement, l'histoire coloniale va pâtir de cette séparation entre l'histoire nationale et les histoires des aires culturelles. C'est comme ça que ça va se passer, donc, pendant toutes ces années-là. Et c'est après 1990 qu'on a une troisième étape historiographique qui correspond à l'histoire post-coloniale. Alors Catherine Cockry-Wildrowicz insiste sur le fait que post-trait d'union colonial, c'est juste après la colonisation, mais post-colonial sans trait d'union, c'est un concept. Il est déjà figé, donc on peut se passer du trait d'union, et ça désigne la capacité à analyser ce qui, dans la société présente, dépend encore de l'aventure coloniale, et en insistant sur les relations entre les colonisés et les colonisateurs, sur tous les systèmes de rencontres, d'échanges, d'accommodement, de résistance entre ces deux populations qui ne sont pas nécessairement contradictoires. Et donc, elle insiste sur le fait que dans cette histoire postcoloniale, il y a un mode de pensée qui est pluriel. On prétend tenir compte de tous les points de vue. Ça va être le grand effort des historiens dans la décennie des années 90, croiser les points de vue. On ne peut pas écrire une histoire sans croiser les points de vue, de la même façon qu'on ne peut pas écrire l'histoire de la campagne de Russie sans croiser les archives russes et les archives françaises. Eh bien, il faut là essayer, même si les documents sont parfois très asymétriques, essayer de tenir compte de tous les points de vue. Et alors, il y a des travers à tout ça qu'elle dénonce. Elle n'est pas une adepte aveugle, inconditionnelle des études postcoloniales. Elle montre que dans certaines des disciplines concernées, l'économie, l'anthropologie, la géographie, il y a des exagérations, des travers. J'aurais voulu vous citer des passages, je n'ai pas amené le bouquin avec moi, c'est pas grave. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut réunir, reconnecter l'histoire des colonisateurs et l'histoire des colonisés. C'est ça, les études postcoloniales. C'est très très différent de ce que le débat public a qualifié de postcolonial. Alors, dans les résultats, et c'est ma dernière diapositive, dans les résultats de cette approche connectée, il y a un accent assez fort sur les migrations régionales, sur les faits que les migrations intra-africaines, intra-asiatiques,
sont considérables, beaucoup plus importantes que ce qu'on croyait. Elles ne sont pas uniquement dirigées, les migrations de ces pays-là ne sont pas uniquement dirigées vers l'Occident, vers le nord de la Méditerranée. Et il y a désormais, là on cite toute une série, beaucoup de travaux sur les migrations intra-africaines, menés notamment par des chercheurs de l'IRD, qui sont l'Institut de recherche pour le développement, qui sont bien installés sur place, mais aussi de chercheurs africains qui travaillent sur les archives africaines et qui insistent beaucoup sur les logiques migratoires telles qu'elles sont perçues par les intéressés eux-mêmes. Et là, dans ces logiques migratoires, l'Occident, contrairement à ce qu'on imagine souvent, a une position relativement secondaire. 80% des migrations de l'Afrique de l'Ouest vont d'un pays d'Afrique de l'Ouest à un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Et seuls 20% se dirigent vers le nord, vers les pays du nord. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de... Voilà. Elle critique les excès dogmatiques de la pensée postcoloniale qui va ensuite devenir quelque chose d'assez différent, parce que le décolonial, c'est quelque chose de très différent. Le décolonial, ça consiste à dire nos catégories de pensée sont toujours travaillées, envahies, colonisées en quelque sorte par des modes de pensée coloniaux. La mondialisation n'est pas autre chose que la poursuite de la colonisation sous d'autres formes. C'est un peu la thèse d'un continuum, d'une continuité, à laquelle quand même pas mal d'historiens s'opposent. Si vous regardez quelqu'un comme Daniel Rivet, par exemple, Hubert Bonin, mais même Catherine Kokrivitrovitch elle-même, qui n'est pas tout à fait sur la même ligne, eh bien, il y a l'idée que désormais une bonne partie des pays anciennement colonisés sont colonisés maintenant par des minorités qui ont un accès privilégié aux ressources minières, aux ressources financières, à l'armée, etc. Et que donc le post-colonial ne peut pas expliquer tout ce qui se passe actuellement dans les pays anciennement colonisés 60 ans après. Je crois que c'est effectivement une vision des choses qui permet quand même de rétablir un certain équilibre. Finalement, conclut-elle, et ce sera ma dernière phrase, il s'agit de comprendre à quel point l'identité nationale, plurielle, inclut aussi le colonial. Elle parle de notre identité nationale. Il faut introduire une vision française de l'histoire qui ne soit pas refermée sur elle-même, mais replacée dans l'histoire de l'ensemble du monde. Et c'est ce que, à ma petite, dans ma modeste proportion, j'ai essayé de vous faire tout au long de cette année. Merci pour votre attention.